C'est un défi de l'extrême, mais il n'en a pas peur. Sébastien Roubinet quittera la France à la fin du mois de mai pour une nouvelle expédition en Arctique en autonomie totale, sans assistance et sans moteur, à bord d'un catamaran prototype. Objectif, faire des relevés d'ADN environnemental. L'aventurier fait escale sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes aventurier de l'Arctique, c'est bien comme ça qu'il faut vous appeler. D'abord, peut-être une question simple qu'on se pose. On imagine l'ampleur du défi. Est-ce que vous êtes prêt physiquement et mentalement? Oui, moi j'ai toujours fait ça depuis très très longtemps maintenant. 30 ans. À peu près, oui. Moi, en Arctique depuis 15 ans. Ouais. Je passe beaucoup de temps en mer, beaucoup de temps dans ces régions, donc je suis tout le temps plutôt prêt, oui. Ouais. Pourquoi? Comment c'est venu cette passion chez vous? En fait, j'ai commencé assez tôt la mer. C'est-à-dire à 14 ans, j'ai fait ma première traversée atlantique. D'accord. Et après, ça s'est enchaîné. De 15 à 30 ans, j'étais 300 jours par an sur l'eau. Et un jour, je suis arrivé en Arctique à bord d'un voilier qui s'appelle Tara, qui travaille avec des scientifiques. La goélette, La dont on a beaucoup goélette parlé. Tara, voilà. Et là, ça a été le coup de foudre pour l'Arctique. Depuis, j'ai fait pas mal d'expéditions. J'ai habité au Groenland. Voilà, c'est devenu Juste, une vous avez dit passion. 14 ans, traverser l'Atlantique, pas seul. Avec une association qui part avec des jeunes. D'accord. J'ai passé un an avec eux à voyager. Alors cette fois, votre expédition s'appelle Nagalaka. D'où vient ce nom? Nagalaka, ça veut dire perdrix des neiges en groenlandais. Et c'était le nom de ma chienne de tête que j'avais quand j'étais au Groenland. D'accord. Alors cette fois, vous lancez donc dans une expédition très audacieuse, 3 mois. Le parcours, quel est-il? Donc on va partir de l'île de Banks, c'est une île qui est au nord de l'Alaska, côté Canada, mais au nord de l'Alaska. C'est l'une des 5 plus grandes îles du Canada. Ah, je ne le savais pas. Et aujourd'hui, Merci. tout comme vous, on sera deux à le savoir, peut-être ou plus. Et l'idée, c'est de passer au nord de toutes les îles canadiennes, donc bien au nord du passage du Nord-Ouest, et si tout va bien, enchaîner par le nord du Groenland. Ouais. Et à chaque fois qu'on passe au nord d'une île, c'est une première. À part l'île de Banks, où il y a des bateaux qui sont passés au nord, sinon toutes les autres îles, aucun bateau n'a réussi à naviguer jusque-là. On peut, grâce à ce bateau qui navigue sur l'eau et sur la glace, qui peut glisser sur la glace, mais aussi, malheureusement, grâce au réchauffement climatique. Ouais. Alors, Spitsberg, c'est la destination finale. Soit Spitsberg, soit le Groenland. C'est ce que vous disiez. C'est les deux possibilités. On va revenir, bien entendu, sur votre bateau, sur sa spécificité. Mais d'abord, on le disait, c'est loin d'être votre première expédition. On va voir quelques images. C'était en 2018. Regardez. Impressionnant cette séquence. Racontez-nous des prélèvements. Là, en fait, sur cette séquence, on fait des mesures d'épaisseur de glace. C'est-à-dire qu'on travaillait avec un laboratoire qui nous disait le matin les épaisseurs de glace qu'on était censés avoir d'après les satellites. Et nous, le soir, on donnait la réalité. Et malheureusement, on était souvent nettement en dessous. C'est-à-dire la plupart du temps, ils nous disent donner comme épaisseur d'après les satellites 1,20 m à peu près en moyenne. Ouais. Et nous, on était entre 40 et 60 cm. Et quand ils nous donnaient, comme là pour cette séquence, 1,50 m, ça montait jusqu'à 90, 1 mètre. Ça prouve quoi, selon vous, qu'il y a une accélération de la fonte? Oui, et d'autant plus qu'en 2011 et 2013, dans les mêmes zones et sur 3000 km, pas juste un endroit précis, on avait des épaisseurs entre 2 mètres et 2,50 m. Et là, ça a fondu vraiment beaucoup. Ça a vraiment beaucoup changé. Et l'autre changement qui s'est passé suite à ça, c'est que là, c'est des glaces fines, blanches, très propres, c'est assez joli d'ailleurs, mais sans vie dessous. Parce qu'il n'y a pas assez de poussière pour nourrir des algues dessous.
Donc il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de crevettes, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de phoque, il n'y a pas d'ours, il n'y a plus grand-chose sur le centre de l'océan Arctique. Et cette fois, vous allez faire d'autres prélèvements d'ADN environnemental. Quelle est la différence avec ce qu'on vient de voir à l'image? Là, à l'image, c'était des épaisseurs de glace. On faisait, là, les images qu'on voit, c'est pour les polluants. Là, ce coup-ci, on va surtout travailler sur l'ADN environnemental, c'est-à-dire qu'on va filtrer de l'eau, on ramène les filtres, et les scientifiques vont prélever l'ADN qu'il y a dans ces filtres. Et ils arrivent à savoir quels sont les animaux, quels sont donc les mammifères, les poissons, les oiseaux même qui sont posés sur l'eau, même les bactéries aussi. Il y a eu dans cette eau, du moins qui sont passés dans cette eau dans les 48 heures, voire jusqu'à une semaine en avance. Pour prouver quoi? Et ça permet de faire une photographie de la faune qu'il y a à l'endroit, à cet endroit précis, au moment où on est passé. Et de l'impact de l'action humaine? Et l'impact de l'action humaine sur un voyage, on ne le sait pas. Mais par contre, si on refait cette même traversée dans quelques années, on verra le changement. Et ça permet aussi de savoir où ça en est des migrations dues à la température de l'eau. Et au changement climatique, c'est-à-dire petit à petit, les mammifères, les poissons, un petit peu tout le monde remonte de plus en plus nord. Et là, on va savoir où est la limite. Alors, vous l'avez... Quand dans l'ADN, par exemple, on ne retrouvera plus une sorte de morue, eh bien, ça veut dire qu'à ce niveau-là, elle s'arrête. Je précise d'ailleurs qu'on a des informations alarmistes, on le sait hélas, s'agissant du changement climatique. On a notamment cette donnée qui nous dit effectivement qu'on a déjà sur les 9, comment les appelle-t-on, limites, voilà, c'est ça, les 9 limites, on en a déjà atteint 6, c'est cela, 6 limites Oui, ces temps-ci, je suis assez pris par la préparation de mon expédition, donc je ne suis pas trop l'actualité par rapport à tout ça. Mais effectivement, vous en savez quelque chose sur l'Arctique. Ça change vraiment très très vite. Voilà, j'ai retrouvé ça. Il y a la 6e limite planétaire sur un total de 9. Sur les 9, il y a par exemple le cycle de l'eau. Là, c'est le cycle de l'eau qu'on vient de franchir. Il y a le réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité, l'appauvrissement de la couche d'ozone également, la pollution atmosphérique. On a vu votre bateau, on va en parler, mais d'abord, pour bien qu'on comprenne quel est votre rapport à l'Arctique, vous avez vécu au Groenland, on regarde une autre séquence. C'est beau si on trouve ça beau. Voilà, la Terre en vue, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Mais là, du moins, ça a été, la fin de l'expédition a été assez dure. On a eu 2 fois où c'est passé vraiment limite. Et de ramener son équipage après 83 jours sans voir la Terre sur la banquise, de revenir, de retrouver la Terre, il y avait beaucoup d'émotions. Alors ce bateau, quelle est sa force? Sa force, c'est déjà sa légèreté. Parce qu'il est très léger, ce qui nous permet de passer sur la glace, de glisser sur la glace, de pouvoir se déplacer comme ça. Il est très solide, c'est-à-dire après 83 jours sur la banquise, on a eu des petites casses, mais rien de structurel, rien d'important. Les coques, elles sont parfaites, elles sont prêtes à repartir. D'ailleurs, on repart avec le même bateau, on a 3 jours de travail dessus et le bateau est prêt à repartir. Donc... Est-ce que vous avez peur de quelque chose? Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, c'est quoi le plus difficile? Le plus difficile, c'est une expédition longue, c'est un marathon. Donc, et vous n'êtes pas seul, hein? On est à 3. Vous êtes 3. Oui. Donc il ne faut pas se blesser. Il faut bien s'entendre. Il faut bien s'entendre, mais ça, j'ai aucun doute sur Eric, que je connais parfaitement. Ça sera la 3e expédition qu'on fait ensemble. C'est l'enseignant, c'est ça? Il y a un enseignant avec vous? Voilà. Et Jimmy, par contre, on ne se connaît presque pas. Mais on a pas mal d'amis en commun et il répond un peu aux critères des équipiers que j'ai tendance à chercher, c'est-à-dire des gens qui vivent en Arctique, qui sont passionnés de là-haut. Il a habité au Canada, en Groenland, en Finlande, là il est en Norvège. Eric, lui, est en Suède. Voilà, c'est des gens qui sont passionnés et si pendant plusieurs jours, les conditions sont dures, on n'avance pas, ils sont quand même contents juste d'être là. D'être là. Et c'est juste, vous êtes 3 au départ, vous serez peut-être plus regardés. On va regarder peut-être cette séquence qui vient. Eh bien, on l'a malheureusement pas. Voilà, ma petite surprise est manquée. Mais voilà, on a souvent coutume de dire que c'est devenu un cliché, l'ours polaire. Eh bien, vous avez rencontré un ours polaire avec mais plutôt des oursons, non?
Et sur la séquence, c'est presque un peu frustrant parce qu'on les voit vous faire des sites, quoi. Ils ont presque envie de venir avec vous et de jouer. Oui, là justement sur la séquence, en fait, les petits avaient vraiment envie de venir et la mère n'était pas d'accord du tout. Ouais. C'est souvent le plus gros danger avec les ours polaires, c'est quand c'est une mère avec ses petits, parce que les petits sont très très curieux et ont peur de rien, et la mère, elle veut les défendre. Tiens, tiens, on la voit, cette image, voilà, on l'a retrouvée, oui. D'ailleurs, pardonnez-moi, on n'était pas censé la voir en plein pot, comme on dit dans le jargon, mais la voilà, cette image. Je disais, c'est devenu un peu cliché, l'ours famélique. Pour autant, c'est quand même une espèce animale qui souffre terriblement du changement climatique. Alors, là, par exemple, sur le centre de l'océan Arctique, nous, dans la dernière expé, on n'en a plus vu, alors qu'on en avait vu dans les expéditions précédentes. À cause de ce changement de glace, et qui fait qu'il n'y a plus grand-chose à manger au centre de l'océan Arctique. Après, moi, j'ai croisé à peu près 70 ours. J'en ai vu une fois un qui était maigre. Oui. Donc c'est l'ours maigre comme on voit sur certaines photos. Souvent c'est qu'ils sont malades, vieux et malades. C'est pas parce qu'ils arrivent pas à manger. Attention. Voilà, c'est pas au point, du moins on en voit beaucoup et ils sont pas tous tout maigres. Voilà, la fonte des glaces de l'Arctique entraîne une élévation du niveau des mers. Certains experts estiment que les océans s'élèveront de 7 mètres d'ici 2100. C'est quasiment demain. Une petite minute pour terminer. Pour celles et ceux qui nous regardent, quel serait votre message pour préserver la planète? C'est vrai qu'on est abreuvé de chiffres, d'objectifs à atteindre, 1,5 degré de moyenne. Vous, c'est quoi le message que vous donneriez ce soir? Essayez d'éviter d'acheter des trucs qui viennent du bout du monde, surtout. Je pense que c'est là où il y a beaucoup à gagner. Mais j'ai pas trop à donner des leçons. Déjà, des expéditions comme ça permet d'étudier la planète, ok, mais quelque part, je donne pas l'exemple en faisant ça. Mon voisin que j'avais il y a quelques années, quand j'habitais sur le Larzac et qui était berger, il faisait beaucoup plus sur la planète que moi. Voilà, l'humilité de Sébastien Roubinet. Merci beaucoup, Sébastien Roubinet, aventurier de l'Arctique, départ fin mai, la date? La date, normalement, ça va être... je quitte la France fin mai, et le départ de l'expédition, 17 juin. Voilà, on suivra tout cela sur TV5. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.